Bonsoir Olivier Bourdeau. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre campus compétences et développement ici à Nantes. Ce sont deux mots qui ne me correspondent pas du tout. Et la compétence et le développement, c'est vraiment pas fait pour moi. Mais je suis très heureux. Et je voulais remercier tous ceux qui ont organisé. En premier lieu, vraiment Réjeanne. Merci à Réjeanne. Je ne sais pas où t'es. En tout cas, c'est une excellente. On peut l'applaudir vraiment parce qu'elle a fait un travail formidable. Merci beaucoup Réjeanne. Et merci aux étudiants d'être venus aussi nombreux, même si je sais que vous avez été menacés et que ça aura une incidence sur vos notes. Et en tout cas, votre présence me fait vraiment plaisir. On vous reçoit ce soir pour une soirée littéraire inédite et exceptionnelle. Et le réseau compétences et développement, donc c'est 14 marques et centres de formation et plus de 16 000 étudiants, 35 campus dans toute la France. Et les meilleurs sont ici. Et les meilleurs sont ici, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au sein du réseau compétences et développement, on a une pédagogie différenciante qui place la culture et l'art au cœur de nos enjeux pédagogiques. Alors, on va faire un petit jeu, Olivier Bourdeau. On va imaginer que vous redevenez étudiant aujourd'hui. Je n'ai jamais été. Ah ben alors, pour aujourd'hui, vous l'êtes. C'est pas une blague, j'ai bac -3. Imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant et on vous dit effectivement que bien l'art et la culture ont la part belle au sein de nos écoles. Est-ce que vous aimeriez, du coup, intégrer l'une de nos écoles en sachant cela ? Il faudrait que j'ai mon bac, non? Donc oui, si je repasse mon bac, je veux bien poser ma candidature ici, oui. Bon, super. Ce temps d'échange va permettre de présenter votre parcours, car il est inspirant, il est singulier, atypique et assez exceptionnel. Et cette présentation, vous allez voir, elle sera intéressante parce qu'elle sera interactive, c'est-à-dire qu'on a posé à notre public des questions en amont, ils y ont répondu, et donc on va commenter leurs réponses selon l'interview. Et puis, on laissera la parole donc, à nos étudiants pour un temps d'échange, et ils pourront eux aussi vous poser leurs questions. Alors, Olivier, voilà, on y va, on démarre ? Parfait. Alors, Olivier Bourdeau, vous êtes un écrivain reconnu, vous en êtes à votre 4e roman, et le tout premier, En attendant votre jungle, qui est paru en 2016, a eu un succès phénoménal, puisqu'il y a eu plus de 800 000 exemplaires vendus en France. Je suis désolé, normalement les chiffres ne me sont pas favorables, mais là il en manque 200 000. Ah, il en manque 200 000 ? Oui. Ah, d'accord, alors 1 million d'exemplaires vendus en France. Ouais. Bon, mais écoute, bravo. Je me dis, c'est les seuls chiffres qui sont favorables. C'est assez exceptionnel ces chiffres, donc édité dans plus de 30 pays. Ouais, ça c'est vrai. Et alors, on va parler des prix que vous avez reçus pour ce premier roman, parce que alors ça c'est carrément exceptionnel. Donc vous avez obtenu le prix France Culture Télérama, le prix RTL Lire, le prix France Télévisions, le prix Emmanuel Robles, celui de l'Académie de Bretagne, et enfin le prix Hugues Rebel et le prix Ségalène. Alors là, honnêtement, je pense qu'on peut vous applaudir parce que... Et tout ça pour un premier roman, mais alors c'est un succès phénoménal. Moi j'ai une question, comment est-ce qu'on gère un succès pareil après un premier roman ? C'est une très bonne question. En fait, ça ne se gère pas parce qu'on rentre dans un tourbillon qu'on ne comprend pas. Et comme moi je suis une nature paresseuse, j'ai été dépassé en termes d'agenda, de rendez-vous. J'avais un rendez-vous à Pôle emploi par trimestre avant. Puis là, je me suis retrouvé avec 7 ou 8 rendez-vous par jour. Et donc on n'a pas le temps de réfléchir. On est pris dans une vague et très agréable ma foi. Parce que tout le monde s'occupe de vous, les gens sont très aimables, ce qui n'était pas forcément le cas avant quand je rencontrais des gens avec qui je travaillais, puisque j'étais assez mauvais, donc il y avait toujours des reproches à me faire. Et là, les gens n'avaient que des compliments à m'adresser. Et au début, on se demande vraiment si ça nous est adressé. Au lieu d'être parfaitement heureux, j'étais un peu mal à l'aise. Et puis, ce sont des choses qui rentrent assez facilement. Donc j'ai accepté les compliments et... Comment on fait, excusez-moi, pour garder les pieds sur terre justement et voilà, arriver à rester avec les pieds sur terre et se dire bon bah voilà, j'ai du succès mais je vais pas prendre la grosse tête. Et je ne sais pas si j'ai toujours gardé les pieds sur terre. Hein. Ce que je sais, c'est que j'ai échoué dans tous les domaines de la vie auparavant et que quand vous avez un succès comme ça, monstre, et bien en réalité, vous vous souvenez de tous les échecs et donc ça vous empêche de décoller. Et surtout, je me suis dit, me connaissant, tu n'es jamais à l'abri de faire une merde après. Et donc ma modestie, c'était une modestie anticipée. Je me disais, il ne faut pas que je m'envole parce que si je fais une bouse ensuite, qui arrive, c'est sympa. Si je fais une bouse ensuite, bah, j'aurais regretté de me mettre envolé. Mais en tout cas, oui, même si mes amis ont eu la gentillesse de me dire que je n'avais pas trop changé,
évidemment qu'on change un peu parce que c'est très agréable et puis les gens deviennent flatteurs, parfois trop. Donc il faut savoir rester à sa place. Alors, après ce succès, s'en suivront Pactum Salis en 2018, Florida, Florida en 2021 et le dernier, Développement personnel, en 2024. Alors, voilà. Avant de parler justement de ces romans, je voudrais revenir avec vous en préambule sur une citation, une anecdote qui m'a beaucoup amusée. Vous avez dit, je vous cite, que vous saviez faire 2 choses dans la vie, les pommes de terre sautées et écrire des livres. C'est vrai ça? C'est vrai, ouais. Alors en plus, les pommes de terre sautées, je ne les réussis pas tout le temps. Hein. Mais j'ai 2 domaines de compétences en somme, c'est la littérature et les pommes de terre sautées. Et là, je n'arrivais pas à écrire pour le dernier, et j'étais un peu embêté qu'il ne me reste que mes recettes de pommes de terre sautées. C'est pas suffisant pour nourrir sa famille. Oui. On va en parler en développement personnel, mais d'abord je voudrais qu'on parle de En attendant Bojangles, qui a connu, donc on l'a dit, un succès phénoménal depuis sa sortie, qui a été adapté au théâtre et au cinéma avec Romain Duris dans le rôle de Georges et Virginie Efira dans le rôle de Camille. Et le film, alors là j'espère que mes chiffres sont bons, mais a cumulé plus de 550 000 entrées en France, c'est bien ça? Oui, c'est énorme. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un film bouleversant, c'est un film poignant. C'est une histoire d'amour si singulière qui mêle poésie, folie et mélancolie. Je voudrais que vous nous parliez de ces personnages, Olivier Bourdeau. Qui sont ces personnages et d'où vous est venue l'inspiration pour cette histoire? J'ai cru pendant longtemps que j'avais écrit ce livre parfaitement spontanément sans avoir réfléchi. Et c'est un peu le cas. C'est-à-dire que j'étais dans une situation très pénible. Et j'ai dû, ce qui n'est pas un signe de succès, quitter Paris pour aller me réfugier chez mes parents. Et à 33 ans, quand on retourne chez ses parents, c'est qu'on n'est pas à un degré de réussite absolue. Et j'avais l'intention d'écrire. J'avais déjà écrit un roman auparavant qui n'avait pas été édité. Et j'étais tellement déprimé à l'époque que je n'arrivais pas à me concentrer à trouver de sujet. Dans l'avion, je n'avais pas trouvé de sujet. Et très honnêtement, c'était un projet dont je n'avais pas parlé. J'avais 7 semaines devant moi parce que j'avais un rendez-vous au Pôle emploi à Paris 7 semaines après. Et donc je me suis dit, je vais écrire un texte en 7 semaines. Dans l'avion, je n'avais pas d'idée. J'avais une ambiance quand même de petit déjeuner chez Tiffany, une ambiance des romans de Fitzgerald, de l'élégance, le jazz, la mélancolie. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas suffisant pour écrire. Et c'est assez particulier parce que j'ai quitté Paris en plein hiver où il faisait gris, froid, tout était gris, les trottoirs, les visages des gens, les façades des immeubles, c'était parfaitement déprimant. Et quand je suis arrivé dans le sud de l'Espagne à ce moment-là, il faisait un temps incroyable, il faisait beau et j'ai demandé à mes parents de me déposer dans un bureau de tabac pour acheter des clopes. Et quand je suis rentré dans ce bureau de tabac qui est aussi un bar, il y avait du jazz. Il y avait des odeurs de jasmin et de fleurs d'oranger. Il y avait des vieux Espagnols qui jouaient aux cartes et qui parlaient fort. Et en sortant du bureau de tabac, je me suis dit, voilà, j'ai l'atmosphère du livre que je veux écrire. Et le lendemain matin, je me suis levé, j'ai commencé à écrire. Cette phrase complètement idiote et absurde. Mon père chassait des mouches avec un harpon. Alors, maintenant que j'ai écrit plusieurs romans, je sais que quand on écrit la première phrase d'un roman, il faut s'appuyer sur une première phrase solide, qui donne assez confiance pour qu'on ait envie d'écrire une deuxième phrase et qu'on se dise voilà. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé parce que c'est la phrase la plus absurde qui soit. Et maintenant, si je commençais à écrire un roman demain et je commençais par cette phrase, je me mettrais à souffler puis j'arrêterais tout de suite. Et en réalité, cette phrase absurde m'a fait rire et j'ai enchaîné sur d'autres phrases absurdes. Ce qui fait qu'au bout de 15 pages, j'avais un décor élégant dans un très bel appartement, avec une famille qui s'aime énormément, un peu de fantaisie dans l'ameublement, beaucoup de fantaisie chez la mère, une autre sorte de fantaisie puisque le père est mythomane et très drôle. C'est une fête permanente chez eux, c'est la fête tout le temps. C'est une fête permanente, ce qui les rend beaucoup plus touchants, beaucoup plus drôles et beaucoup plus excentriques. Mais une atmosphère n'est pas suffisante pour écrire un roman. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais posé le décor intégral, c'est-à-dire que j'avais réglé les problèmes de canapé, de couleur de canapé, de l'oiseau et des amis et des fêtes,
il me fallait autre chose, parce que je ne pensais pas au lecteur, mais je me disais, moi, il me manque quelque chose. Si je continue comme ça va être une coquille vide, une belle coquille, mais vide. Et donc j'ai relu mon texte plusieurs fois. Et il y a plusieurs éléments. La mère change de prénom tous les jours, son mari lui donne un prénom différent tous les jours. Elle boit beaucoup, ils font beaucoup la fête, mais il y a une phrase, et ça c'est très important, que j'ai écrit innocemment, qui est « Ma mère s'énervait souvent, se calmait rapidement, la voix de mon père était un bon calmant ». Et c'est un peu le miracle de la littérature, des mots, c'est-à-dire que cette phrase écrite de manière innocente pouvait très bien rester une phrase comme ça. Mais en réalité, mêlée au fait qu'elle chante le prénom tous les jours, ce qui n'est pas un grand signe de stabilité, au fait qu'il fasse beaucoup la fête, qu'elle boive beaucoup, et bien tout d'un coup, en tirant le fil de cette phrase, j'avais l'élément déclencheur qui ferait passer cette héroïne magnifique de la fantaisie à la folie. Et heureusement que j'ai tiré sur le fil de cette phrase, et pas une autre, j'aurais pu traiter un autre sujet. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais une trame qui pouvait m'accompagner tout au long de l'écriture. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé mentale. On ne le sait pas forcément, mais 1 Français sur 3 souffrent de détresse psychologique. Vous abordez un sujet qui reste aujourd'hui extrêmement tabou et caché, la maladie mentale. D'où vous est venue cette idée de parler de ce dont on ne parle pas d'habitude? Bien, je viens de répondre à votre question, c'est-à-dire que ça m'est venu par hasard. J'aurais très bien pu tomber sur une autre phrase dans le Est-ce qu'il y avait quelque chose, quelqu'un peut-être qui vous a fait penser? Alors, oui, j'allais préciser parce que, en réalité, comme je vous le disais, j'ai cru pendant longtemps que tout était sorti essentiellement de mon imagination. Mais en réalité, c'est l'avantage des rencontres avec les lecteurs, les libraires, les journalistes. C'est que plus les gens posaient de questions, plus je réalisais que les 3 personnages, c'était moi. En somme, j'avais mis beaucoup de moi dans chacun des personnages. Et je ne vais pas rentrer dans le pathétique, mais j'ai eu une enfance violente physiquement et moralement. Et en réalité, je pense que je pense pas, j'en suis sûr maintenant, toute mon enfance qui était en noir et blanc et en gris, que des teintes un peu sinistres, je l'ai redessinée en multicolore. J'ai inventé pour cet enfant la jeunesse dont j'aurais rêvé, et que j'aurais rêvé d'avoir vécu. Et chaque excentricité des personnages, j'en ai une bonne part. Et ça, c'est au fil des rencontres, parce que oui, je pensais vraiment que tout était venu de... Par exemple, l'enfant est dyslexique, je suis dyslexique, l'enfant quitte l'école assez tôt. Moi, j'ai quitté l'école assez tôt, enfin, lui il se barre quand il a 8 ans, on ne peut pas faire ça. Mais donc j'ai quitté l'école après la 3e. Et il y a beaucoup de choses de moi. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que si mon père s'est comporté comme ça, c'est qu'il était un peu fou. Mais la folie de mon père, qui était violente, acide, je l'ai transformée en folie excentrique, plutôt esthétique au début, puis... mais il y a toujours l'humour, il n'y a pas de violence. La violence, Marguerite, Joséphine ou Suzon ne se l'adresse qu'à elle, en réalité. Je crois avoir très bien, merci. Des éléments de réponse. Merci Olivier Bourdeau. Alors le titre du livre, En attendant Bojangles, fait référence à une célèbre chanson de Nina Simone, Mr. Bojangles. Quel rôle joue la musique dans votre vie? Alors dans ma vie en général, elle est omniprésente, pour plusieurs raisons. Je suis extrêmement paresseux, je suis fatigué de naissance et j'ai besoin d'écouter de la musique pour me donner de l'élan. Donc j'écoute de la musique à fond tout le temps, parce que je suis un peu sourd aussi, donc j'écoute très fort. Et donc quand je conduis, quand je lis, et surtout quand j'écris, c'est un élément essentiel de l'écriture. Je me lève à 4h ou à 5h du matin pour écrire, parce que j'aime bien la pénombre, que l'ambiance de cette heure-là est favorable. Le fait d'être un peu KO au moment du réveil, ça entraîne, je sais pas, ça me donne un peu d'élan. Le fait de savoir que rien ne se passe autour de moi, que
je ne rate rien. Ça me plaît beaucoup. Et puis, comme je suis un peu maniaque, le fait d'avoir seulement une bougie, je vois pas le bordel qu'il y a. Enfin, il n'y a plus de bordel maintenant, mais quand j'ai commencé à écrire, il y a souvent du bordel autour de moi. Voilà, je suis dans une bulle. Et donc j'écoute de la musique en fumant beaucoup de cigarettes, ce qui est fortement déconseillé pour écrire, pour conduire, pour vivre. En tout cas, je suis payé aussi par la Ligue. J'ai des sponsors, j'ai essayé de faire passer des petits messages. Il faut bien gagner sa vie. Vous avez des influences, des auteurs qui vous inspirent, oui, j'en ai énormément. Tous les auteurs m'inspirent plus ou moins. Dès que je termine un livre, je me dis un bon livre. Je me dis tiens, c'est épatant ce qu'il est arrivé, ce qu'il a réussi à faire. C'est drôle parce que les gens ont comparé mon livre à celui de Boris Vian. Et c'est très flatteur. Il y a 10 jours, je répondais à une jeune fille qui avait choisi pour sa thèse en littérature Boris Vian et Olivier Bourdeau. C'était chouette d'avoir mon nom à coller à Boris Vian. Mais je n'ai jamais pensé à Boris Vian pendant l'écriture de Bojangles. C'est pour tout dire, j'ai lu le texte quand j'étais très jeune, je n'ai pas du tout aimé. Après, je comprends pourquoi il y a une comparaison, mais moi j'ai plutôt pensé à Truman Capote et à Fitzgerald. Et il y a beaucoup moins de gens qui ont trouvé des comparaisons. Dans Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany, donc je ne sais pas si certains l'ont vu, mais enfin il y a le film avec Audrey Hepburn qui est absolument dingue. C'est une merveille d'élégance, de distance, c'est une héroïne qui touche tout le monde sans être elle-même touchée. Et ça, ça me touche du coup. Il y avait des scènes de fête dans ce film et dans le livre que j'adorais. Et on vient de voir la bande-annonce, et la première fois que j'ai vu le film, je n'ai pas aimé le film. Le seul truc qui m'a plu, ce sont les scènes de fête. Pourquoi vous n'avez pas aimé le film ? Oui, pourquoi je n'ai pas aimé le film parce que forcément, rien ne ressemblait à ce que j'avais en tête. L'adaptation d'un livre est une nécessaire trahison. Par la force des choses, comme le disait en rectifiant vos chiffres, il y a 1 million de lecteurs, il y a 1 million d'appartements différents, il y a 1 million de visages différents. Même certains qui ne savaient pas ce qu'était une demoiselle de Numidie ont mis des autruches, certains ont mis des pigeons, etc. Donc, en fait, dans la tête de chaque auteur, de chaque lecteur, il y a un monde radicalement opposé. La trame est la même, mais moi j'ai vu des gens en rencontre qui disaient « Ah, cette autruche dans le salon, c'est magnifique ». Faut imaginer une autruche d'1,80 m dans son salon, c'est pas tout à fait la même chose qu'un bel oiseau élégant, même si c'est déjà un peu original. Quoi qu'il en soit, ça ne ressemblait en rien, et c'était assez étonnant de voir des comédiens célèbres énoncer mon texte mot à mot. Voilà, donc de toute façon, je m'étais beaucoup renseigné et j'avais appris que les auteurs détestaient les adaptations. Comment dire, Truman Capote a écrit une tribune dans un magazine new-yorkais pour dire tout le mal qu'il pensait du film, alors que le film est magnifique. Parce qu'il a certainement vécu ce que je... Boris Vian, qui allait assister à l'avant-première de l'adaptation de son livre, est mort dans son siège. Il a fait une crise cardiaque. Donc peut-être que ça ne fait pas un bon effet d'aller voir l'adaptation de son livre. Et pour prendre un autre exemple, Muriel Barbery, qui a écrit L'élégance du hérisson, a demandé à ce qu'on change le titre, après avoir vu le film, a demandé à ce qu'on enlève le nom, parce que c'est une trahison. Mais le réalisateur, quand je l'ai rencontré, m'a dit « je vais vous trahir ». Et surtout, il a dit autre chose, je vais être le seul à ne pas vous demander de travailler à l'adaptation. Et moi, ça m'arrangeait, qu'on ne me demande pas de travailler. Car, comme vous l'avez compris, je n'aime pas trop ça. Et puis, je n'avais pas le temps. J'aurais bien voulu, parce que... J'aurais bien voulu. D'obscures raisons financières, je ne développerai pas ici. Oui, c'est bizarre. Alors après, j'ai accepté de faire la promo, d'accompagner la promotion, et il y a un truc assez bizarre qui s'est passé, c'est que normalement, les comédiens, quand ils viennent pour une avant-première, ils parlent 10 minutes, regardent le film 2 minutes et partent voir des coups, et reviennent ensuite pour les applaudissements. Et moi, j'ai assisté à plusieurs avant-premières,
Et c'est un peu pathétique ce que je vais vous dire, mais je pensais faire comme les comédiens à chaque fois. Mais l'écriture est un métier très solitaire par la force des choses. On est tout seul à 4h du matin avec ses clopes et sa bougie. Et donc on ne voit pas les réactions. Les gens viennent vous voir en disant j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai ri. Et on n'est pas dans le bus avec eux, on n'est pas sur la plage, on n'est pas dans leur lit. Donc voilà. Et là, à chaque fois, j'avais les réactions en direct. C'est-à-dire que je ne regardais pas le film, je me mettais dans un coin et je regardais les gens. Je regardais les yeux qui s'humidifiaient, je regardais les rires, à quel moment. Et en fait, ce qui est assez fantastique, et c'est pour ça que je suis resté à chaque fois, c'est que j'ai écrit ça en 2013 et qu'en 2023, je voyais les réactions précises de chacune de mes phrases dans les yeux des gens. Et donc, en fait, je devais partir à chaque fois et puis je restais regarder le film à chaque fois. Et j'ai aimé beaucoup la deuxième fois, j'ai adoré la troisième fois, et la septième fois, je me suis dit, j'en peux plus de ce film. Là, j'ai vu la bande-annonce, je me dis, ça suffit. Il y a une phrase que je trouvais sympa quand je l'ai écrite, c'est « Marions-nous tout de suite ou nous allons oublier ». Je crois que c'est une bonne phrase qu'il faut lire une fois. Là, je l'ai entendue 253 fois, et elle me fout le cafard. J'ai les mains moites, je dis, oh non, qu'est-ce que c'est cette phrase de débile? Mais c'est une phrase poétique au début. Bon bah voilà, si on vous la répète 22 fois, n'importe quelle phrase intelligente ou drôle, elle sera plus intelligente à force d'être répétée, ou drôle à force d'être... Je dis pas qu'elle est intelligente ni drôle, hein, mais en tout cas elle a l'avantage d'être fantasque. Alors je vous propose qu'on regarde la réponse à une des questions qu'on a posées au public avant donc, cette interview. Ah, il y a des sondages. Eh oui, on a les sondages. J'adore ça, les sondages. Donc, quand... Les amis savent que j'aime les sondages. On a posé la question, donc on a eu 48 réponses. Quand avez-vous lu un livre pour la dernière fois? Donc il y a plus d'un an à 16%, il y a moins d'un an à 30%, le mois dernier 19%, hier et tous les jours 35%. Alors, excellent. Ah oui, donc ça c'est pas les gens qu'on supposait pour moi. Non. Bon, il a dû lire un livre. Non, ils ont répondu pour eux, leur pratique effectivement, et on a été assez étonnés parce que la majorité a répondu hier et tous les jours. Bravo, je vous félicite. Bravo à vous, effectivement. Enfin, je félicite toutes les statistiques, hein, mais hier et tous les jours, c'est très bien. Oui, et puis on a affaire à des gens lettrés. C'est assez étonnant parce que, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une déperdition de la lecture, en tout cas que les jeunes, les gens lisent moins en général? C'est un grand débat. Je pense que les gens lisent moins. En ce qui concerne les jeunes, ils se remettent à lire grâce à la dark romance ou tous ces phénomènes-là qui sont des phénomènes éditoriaux assez récents et que les jeunes lisent beaucoup. Alors certains déplorent que ce ne soit pas de la littérature de bonne qualité. Très honnêtement, moi je n'en ai jamais lu, donc je ne porterai pas de jugement. Ils lisent. Donc déjà c'est une bonne chose. Incontestablement les gens lisent moins, mais même les adultes, enfin moi je regarde autour de moi des gens qui lisaient avant l'apparition du smartphone ne lisent quasiment plus. C'est difficile de combattre des écrans, une instantanéité, de la luminosité. Voilà, c'est un peu inégal comme combat. Mais les gens lisent quand même. Moi, je fais beaucoup de tournées dans les librairies. Il y a toujours du monde. Il y a essentiellement des femmes, d'ailleurs. Donc le monde vous appartient, peut-être pas demain, mais après-demain, puisque celles qui tiennent un livre, ou ceux qui tiennent un livre ont le pouvoir. C'est un adage qui est bien connu. Oui, essentiellement des femmes, mais les gens lisent. Les gens continuent à lire. Il y a plein de statistiques contradictoires dans ce domaine. Mais oui, les gens lisent moins qu'avant le smartphone, mais les gens lisent moins qu'avant la télévision, avant la radio. Forcément, moi, je suis né dans une maison où il n'y avait pas de télévision, je n'avais que ça à faire. Glander et lire. Et donc c'est grâce au fait de ne pas avoir de télévision chez moi que j'ai lu. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que je suis devenu écrivain un jour. Si j'avais eu une télévision, une console, je serais devenu comme tout le monde. Enfin, voilà. Ce qui était une malédiction quand j'avais 5 ou 6 ans, parce que de quoi parlent les enfants à la première récréation du matin du programme de la veille? Quand on n'a rien à dire, on est d'office mis de côté. Comme en plus, comme moi, j'étais mauvais à l'école, j'étais dyslexique, je comprenais rien du tout à ce qui se passait.
j'étais à côté dans la classe et j'étais à côté de la plaque dans la cour. Et ouais, je sais pas si ma réponse est... Elle est parfaite, votre réponse. Alors on va parler de vous, de votre parcours et dans un premier temps de votre parcours scolaire, parce que ce qui est assez fascinant, c'est que vous avez eu un parcours assez chaotique et difficile, et in fine vous arrivez quand même à devenir un écrivain à succès. C'est fascinant maintenant, hein. C'est beaucoup moins fascinant sur le moment. Expliquez-nous ça. De ma scolarité. Votre parcours, oui, effectivement, qui était quand même... C'était douloureux pour vous, ce parcours scolaire. Ah, oui, moi je n'aime pas trop me plaindre, mais je dois reconnaître que oui, c'était douloureux. Enfin, quand vous n'arrivez pas à faire ce que les autres font très facilement, quand vous ne comprenez rien à ce qu'on vous demande et que vos résultats sont déplorables, commencer la vie de cette manière-là, oui, c'est pénible. C'est pénible, d'autant plus qu'à l'époque, la dyslexie n'était pas prise en compte. Et donc, la dyslexie, ce sont des problèmes d'orientation, d'organisation, de compréhension, de rapidité. Et donc, on prend tous ces problèmes qui sont pénibles à vivre pour de la mauvaise foi, de la flemmardise, de la paresse, etc. Donc, tous nos problèmes sont transformés en défauts, et donc évidemment ça nous relègue encore plus au fond de la classe. Comme j'avais des problèmes d'audition en plus, et c'est assez cocasse, c'est que moins les profs m'appréciaient, plus ils me foutaient au fond et moins j'entendais. Donc à la fin de l'année, c'était le monde du silence pour moi, et donc j'ai beaucoup redoublé, j'ai beaucoup été viré, et donc oui, ça n'était pas agréable. Ça n'était pas agréable parce que on passe pour le bouffon du groupe. Je me suis fait traiter de gogol pendant toute mon enfance. Alors, je suis content de ne pas l'être. Mais certains ont attendu 36 ans avant de s'en rendre compte, quoi. Et vous avez une anecdote avec un sac plastique, notamment, c'est là toute la magie en fait, de votre univers, qui est poétique et décalé. Vous pouvez nous en parler de cette anecdote-là? Oui, en fait, c'est assez simple. Quand vous n'entendez pas ce qu'on vous demande, vous regardez partout, et surtout par la fenêtre. Et là, en l'occurrence, il y a une prof qui m'adressait la parole, j'étais obnubilé par ce sac plastique qui est à l'origine pas quelque chose de très beau, mais là, il volait. C'était l'automne, et tout d'un coup, je me suis dit... parce que c'était un enfermement, l'école. Enfin, là, je suis retourné dans l'impasse qui menait à la 6e. La 6e, c'était pénible avant, mais la 6e, c'est une classe où on commence à changer de classe en fonction des cours, etc. Et donc j'étais tout le temps à la bourre, je me perdais dans tous les trucs. J'arrivais avec ma blouse en cours de sport et mes chaussures de sport en cours de biologie. Donc, et donc c'était le summum de l'enfer, parce que il y avait un décalage avant, et là c'était un fossé. Donc je regardais beaucoup par la fenêtre. Et ce sac plastique qui volait m'a fait rêver. Oui, j'avais vraiment envie d'être à sa place, d'autant plus qu'il était en train de se barrer grâce au vent et de quitter l'enceinte de l'école. Et je me suis dit que j'aimerais bien être un sac plastique. Donc ça, c'était ce que j'ai dit à mon conseiller d'orientation. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Je veux être sac plastique. Vous mettez en avant l'importance fondamentale du professeur, mais vous déplorez que l'école soit souvent un carcan, une prison. Vous parlez d'ailleurs de ces professeurs terribles, notamment M. Fleury, Mme Guérif. Mme Guérif était super sympa. Ah, Mme Guérif était sympa, d'accord. Oui, je suis désolé. Si Monsieur Fleury, par contre, c'était... Ah, M. Fleury, oui, ne m'aimait pas beaucoup. Je regrette d'avoir mis son nom, parce que le pauvre est mort. Enfin, ceci dit, il ne peut pas porter plainte contre moi, donc c'est une bonne nouvelle. Oui, il faisait partie des profs qui étaient assez méchants, assez désagréables. Et je l'ai dit, je ne comprenais pas grand-chose aux missions qu'on me demandait, je n'arrivais jamais à être à la hauteur. Et là, cette fois-ci, il m'a demandé, c'est un lieu commun, c'est un sujet banal, de raconter ses vacances, et nos vacances. Et il s'avère que mes vacances étaient un peu extraordinaires, dans le sens où on allait dans un chalet où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, et on avait un peu le sentiment de vivre dans les années 50. Et voilà, il y avait une bonne sœur qui venait garder une chapelle, elle venait d'Italie pendant tout l'été.
Il y avait Ulysse qui déjeunait au cul de ses vaches, qui était, pour un type qui habite dans le centre-ville de Nantes, enfin, c'était assez surréaliste. On n'est pas prêt à ça, et c'est un autre monde. Et c'était fabuleux, enfin, j'adorais. Et puis surtout, il y avait la partie qui se passait en Provence, où le petit voisin de la maison de mon grand-père avait des moutons dont il s'occupait. Et quand il sortait de l'école, il allait s'occuper de ses moutons, il faisait ses devoirs. C'était dingue. Et donc j'ai raconté tout ça, et il m'a pris pour un énorme mytho. Et donc, voilà, non seulement, alors, je pense que le texte était mauvais, je pense qu'il y avait plein de fautes, mais pour la première fois, j'avais mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, parce que je pensais que j'avais quelque chose à dire, j'avais compris, parce que j'étais débile, mais pas tant que ça quand même, raconter vos vacances, bon, je me suis dit ça m'a porté, et donc j'avais mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, et il s'est foutu de ma gueule, et tout le monde s'est foutu de ma gueule, et j'ai eu une note lamentable. Et comme je n'aimais pas beaucoup le travail, et après ce cours, je l'aimais encore moins. Je me suis dit, à quoi bon faire des efforts si c'est pour qu'on se moque de moi. Mais vous voyez, j'ai continué dans cette voie-là. Je me suis dit, quitte à ce qu'on se moque de moi autant qu'il y ait de plus en plus de gens à se moquer de moi. Et ouais, voilà, j'avais les ongles noirs à l'époque, longs et noirs. Et il a fini en disant, il n'y a pas que les notes d'Olivier Bourdeau qui sont en deuil, ses ongles aussi. Voilà. Et c'est de mon physique et de ma note. Ouais. Notez, j'ai coupé les ongles avant d'arriver, je ne voulais pas rencontrer un descendant de Monsieur Fleury. Alors, j'imagine que vous n'avez pas forcément toujours voulu être écrivain. Est-ce que vous aviez une aspiration professionnelle avant de vous lancer dans l'écriture? Oui, travailler le moins possible et gagner le plus d'argent. C'est tout bête, hein, comme beaucoup de gens. Gagner au loto, par exemple, c'était une... qu'est-ce que... Non, j'ai échoué dans l'immobilier parce que c'est quand même un métier assez pratique, on ne demande pas de diplôme et on sert de porte-clés, on se promène un peu partout. Mais même ça, j'étais mauvais. J'étais embauché pour vendre des maisons que je ne vendais pas. Donc j'ai été renvoyé aussi plusieurs fois. En fait, j'étais renvoyé par plein de gens. Mais dans les boulots, c'est assez étonnant, les gens ne m'en voulaient pas. Je devais être assez sympathique, donc quand je revois mes anciens patrons, ils ne me demandent pas de les rembourser. Et en plus, maintenant avec le succès, ils disent mais non, mais tu t'en sortais bien. C'est pas vraiment les souvenirs que j'ai. Alors on va regarder la prochaine question qui a été posée. Combien de livres lisez-vous par an? Alors aucun pour 23%, 1 à 3 par an pour 33% et plus de 3 par an pour 44%. C'est toujours 48 personnes. Oui, 48 personnes. Bon, encore une fois, c'est pas mal. C'est 2-3 par an. Je vous félicite. Ouais. Bravo à vous. C'est très très bien, bravo. Bravo aux autres aussi. Alors, pour développement personnel, vous dites qu'avant d'écrire ce livre, vous avez eu ce que vous appelez le syndrome, non pas de la page blanche, mais de la page médiocre. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est assez simple, hein. C'est que je pense que dans ma vie, j'ai écrit beaucoup de pages médiocres, mais je ne m'en rendais pas compte. Et pour parler vulgairement, là j'écrivais de la merde, mais je m'en rendais compte. Et c'est accablant. Et donc plus vous écrivez de la merde et plus vous vous en rendez compte, j'avais une connaissance aiguë de la médiocrité de mon texte. Plus ça me déprimait, plus j'écrivais des choses médiocres et plus je me disais, il me reste plus que les pommes de terre sautées, quoi. Et je voyais ma femme qui se promenait dans la... Je me disais, zut, la pauvre, si elle savait, il n'aura que des pommes de terre sautées jusqu'à la fin de ses jours. Donc là, j'ai vraiment déprimé, ouais, ça m'a... Alors, je suis un écrivain, maintenant j'ai plusieurs livres. J'écris très facilement et assez vite, et le texte que je présente à mon éditeur est à 90% celui qu'on retrouve dans le texte, donc j'ai une écriture spontanée, rapide, et puis je fonctionne par comme mission commando, quoi. J'écris 15 jours de suite comme un fou, je m'arrête 15 jours, je recommence, donc en fait je les écris assez vite, mes romans, et comme dans les 15 jours de repos, je réfléchis pas mal à ce que ça vient spontanément, et donc ça c'est un luxe. Et ce luxe m'a quitté, parce que ce que j'écrivais ne me convenait pas, et ça m'a profondément déprimé. Voilà. Dans le développement personnel, vous parlez de vous? Je parle beaucoup de dépression, mais écoutez, c'est pas très bien. Hein. J'espère que je ne vous plombe pas le moral. Non, ça va. Bon.
Dans ce livre, donc développement personnel, vous parlez de vous. C'est pas difficile de parler de soi, d'écrire sur soi? Bah, en réalité, c'est le seul sujet que je pouvais traiter puisque tous les autres m'échappaient. Ouais. Et j'étais à milieu d'écrire sur moi. Enfin, je ne voulais jamais faire ça de ma vie. Sauf que, étant donné que l'arrière-plan de mes textes s'évanouissait, que mes sujets se cassaient la gueule, au moins ma vie, j'avais l'avantage de connaître le sujet, et il suffisait seulement de tourner l'angle, la caméra, parce que chaque histoire peut être racontée d'une manière différente. Voilà, toute mon enfance qui était un peu pathétique, faut le dire, peut être drôle racontée d'une manière différente, alors que ce sont les mêmes thèmes, les mêmes anecdotes, et donc au moins j'avais le sujet. Et le sujet était grotesque, mais je le maîtrisais sur le bout des doigts, donc j'avais seulement à mettre en forme, ce qui était beaucoup plus simple. Alors est-ce que c'est compliqué de l'écrire? Non, mais je n'avais pas assez réfléchi, c'est-à-dire que auparavant, quand je sortais un livre, c'était un sujet autre, et donc je parlais d'autres sujets. J'avais pas du tout réfléchi, puisque c'est une période où je n'ai pas réfléchi pendant 2 ans. Et quand je suis arrivé pour les premières rencontres ou les premières interviews à la radio et que ça me concernait énormément, alors vous allez dire, il est con, il n'y a pas pensé, pas trop en fait. Et tout d'un coup, je venais de passer 2 ans avec l'écriture sur moi, et je recommençais à parler de moi, et j'ai vu une promo qui allait s'étendre sur 4 mois, je me suis dit, ça va être interminable. Ça m'a un peu accablé. Voilà, normalement, je n'écrirai plus sur moi. Ouais. Quelle place accordez-vous à l'échec dans le processus de développement personnel? C'est toute ma vie. Donc ça a une place centrale, l'échec. Les gens disent arrête de parler d'échec, t'as connu le succès. Mon 3e livre a eu une presse de dingue, il a bien marché. Je suis suivi par plein de journalistes, j'ai de la chance, oui. Sauf qu'on n'efface pas 36 ans d'une vie, comme ça, et tout d'un coup, je vais pas me transformer en winner absolu, en disant je suis la star du ghetto, pas du tout. Enfin, ce qui nous détermine, tout le monde est déterminé par son enfance déjà. On a tous des réflexes d'enfance, on a tous des réactions, voilà, et tout est conditionné en fonction de ce qu'on a vécu pendant les 10 premières années de notre vie. Après, on évolue ou pas, ou on arrive à s'en détacher, on arrive à prendre de la distance, du recul, de l'ironie, ou à transformer le mal en bien. Enfin, il y a plein de manières, mais je vois pas pourquoi je jouerais le cador tout d'un coup, parce que j'ai connu un succès fantastique qui me dépasse. Voilà, et puis comme je le disais, j'ai écrit un livre qui n'était pas très long après. J'ai découvert ce que c'était de voir dans la presse, c'est quand même quelque chose de particulier, puisque je sors ce livre où 97% des journalistes étaient emballés, le public était emballé, etc. Et on passe à la télé, et tout ça, c'est merveilleux, c'est un monde qu'on découvre, et tout d'un coup on sort l'autre, et puis j'ai eu 3-4 jours où il y a eu une rafale de très bons articles, et puis un jour j'étais dans un taxi à Bruxelles pour la promotion, et mon éditeur m'envoie 4 articles, mais dégueulasses. Et on n'y réfléchit pas à ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais qui lit ce truc? On a envie d'acheter tous les magazines dans la presse, dans les bureaux de tabac, en disant, c'est pas possible, il y a des gens qui lisent cette merde sur moi. Parce que j'ai passé une journée atroce, quoi. Et c'est incontrôlable. Voilà, ça se vend partout, les gens lisent, et puis tout d'un coup, il y a des auteurs, il y a des lecteurs qui viennent et qui disent, oui, moyen le 2e quand même. Ouais, c'est bizarre. Et là, alors il y a la moitié des journalistes qui l'ont apprécié, pareil pour les lecteurs, mais voilà, on se retrouve aussi à une moitié d'échecs avec des gens qui disent ah c'est pas terrible, dis donc. Et donc ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Et puis j'ai bien fait de ne pas péter les plombs ou de garder les pieds sur terre, parce que ce livre m'aurait ramené directement. Voilà, donc le 3e, qui est je pense mon meilleur roman. Voilà, mais pas que tout me salisse, comme j'étais en promo, j'ai pas eu le temps de l'écrire comme je voulais l'écrire, les conditions n'étaient pas bonnes, je ne garde pas un bon souvenir de l'écriture,
je ne garde pas un bon souvenir de la promotion, parce que je faisais encore la promotion de Bojangles dans le monde entier, et donc j'avais plein d'accueils fantastiques en Argentine ou au Japon, et puis je me retrouvais avec des reproches pour le deuxième à Rouen, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là quand même? J'ai rien contre Rouen, hein, mais c'est moins fun que Buenos Aires. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui subit un lourd échec et justement pour l'aider à rebondir? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Contrairement à ce qu'annonce le titre de mon livre, moi je suis pas gourou. J'ai tellement foiré des trucs dans ma vie que je vais éviter de donner des conseils aux gens. Tous les chapitres sont quand même sur les préceptes du développement personnel, donc oui, on imagine que vous, quand même, c'est quelque chose qui vous intéresse. Non, bah, je ne veux pas dire relève-toi, c'est formidable. Non, non, je m'abstiendrai de donner des conseils parce que je déteste en recevoir. Voilà. Je suis désolé, hein. Vous persévérez. Mais le problème, c'est quand on dit à quelqu'un de persévérer qui s'enfonce et qu'il est clodo 10 ans après en disant ah, j'ai suivi ton conseil, ça n'a pas marché. Je dis bah oui, désolé, mais enfin, hein. Je suis pas Boris Cyrulnik non plus, donc okay. Non, faites ce que vous voulez, me demandez pas de conseils. Alors on va regarder la prochaine question. La lecture pour vous, c'est un moment de détente, uniquement scolaire ou professionnel, une contrainte. Ah, les 4%, levez la main. Un moment de détente pour 73%. Ouais, c'est très très bien. Ça me fait rire parce que le Bojangles est étudié à l'école au bac de français. Et donc il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont envoyé des trucs sur Instagram. C'est d'ailleurs l'enfer, cet outil. Quoi qu'il en soit, j'étais flatté de recevoir des demandes et parfois je répondais, parce que souvent les gens ne disent même pas merci. Donc je me fondais d'un texte qui me demandait des efforts. Quoi qu'il en soit, ça me flatte. Mais le dernier que j'ai reçu, c'est « Bonjour, j'ai choisi votre livre au bac, dites-moi plus ». Cher ami, allez sur Wikipédia, parce que, enfin, dites-moi plus. Et c'était assez drôle. Là, j'ai pas répondu, je sais pas si... Et surtout, j'avais vu, il y a 2-3 ans, j'avais regardé sur Amazon les commentaires, et il y avait un jeune homme qui dit j'ai dû lire ce livre pour le bac, il est affreux. Et la note c'était 0,5 sur 5. Et là, ce monsieur faisait partie des contraintes, 4%. Je sais que vous n'aimez pas les conseils, mais que diriez-vous à un jeune auteur? C'est tout l'axe de... Non, c'est la dernière question là-dessus, mais un jeune auteur qui souhaite se lancer dans l'écriture, mais qui doute de sa capacité à réussir. C'est pareil, hein, enfin... si je dis persévérer et que le type écrit 12 livres qui ne sont jamais publiés, je ne peux pas apprendre cette chose. Mais vous pensez que c'est inné, l'écriture? C'est quelque chose qui est inné? Je pense qu'il y a plein de recettes. Qui peut s'apprendre aussi avec le travail? Déjà, je pense qu'il faut beaucoup lire. Oui. Énormément. C'est très rare qu'un auteur n'ait rien lu. Parce que, justement, ça fait travailler toute la partie imaginaire quand on lit et imagination qu'on pourra restituer ensuite quand on écrira. Quand on écrit, il faut beaucoup s'ennuyer parce qu'il faut avoir le sens de l'observation, il faut laisser son esprit vagabonder. Là encore, les téléphones ne sont pas favorables au vagabondage. Alors voilà, si le seul conseil c'est acharnez-vous mais pas trop. Si vous sentez que vous êtes en fin de droit au Pôle emploi, que voilà, les dettes s'accumulent, il faut peut-être retourner vers un travail qui permet de remplir son frigo. Voilà, moi j'avais l'intention de m'acharner en tout cas. Puisque entre l'écriture de Bojangles et sa parution, il y a eu 3 ans quand même. Et j'avais un truc étonnant, c'est que tous les gens qui lisaient autour me disaient j'ai ri et j'ai pleuré, mais qu'aucun éditeur n'en voulait. Donc on se dit je tiens un texte qui fait rire et pleurer les gens, ce sont quand même des sentiments assez forts. C'est-à-dire que rien qu'avec mes phrases, j'arrivais à susciter des réactions pareilles. Donc j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose, mais les éditeurs disaient non. Donc c'était un peu emmerdant. Mais j'avais déjà commencé à écrire Pactum Salis, donc j'avais encore l'intention de m'acharner. Voilà, mais pas trop. Parce qu'il y a des amis ici qui, lorsque j'ai écrit le premier, se disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Ensuite, ils ont lu le premier, ils ont dit bah dis donc c'est pas trop mal et tout ça, et finalement on s'attendait pas à ça. Ensuite il y a Bojangles, ils se sont dit bah bravo mon pote, mais ensuite ils ont vu que personne n'en voulait. Quand je leur ai dit que je m'étais mis à un troisième, ils ont dit oh là 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 là, on va jamais s'en sortir. C'est pas Guillaume. Je fais partie des mécènes, je leur remercie. J'ai plein de mécènes ici. Hein. Tous ceux qui m'ont connu avant 2016 sont des mécènes. Mais j'ai remboursé la plupart de mes dettes. Enfin, j'espère en tout cas, non? Aujourd'hui, vous vivez en Espagne, vous avez créé votre petit havre de paix avec votre famille au bord de la mer. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir? Vous écrivez en ce moment? Non, je n'écris pas. C'est le miracle de la littérature, c'est une phrase un peu grotesque. C'est que vous tombez sur un article ou un documentaire et tout d'un coup vous dites tiens j'ai un sujet, ça me plaît, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler dessus, j'ai envie de le développer et j'ai de la chance, ce sujet m'est tombé dessus il y a 3 mois et l'intérêt ne s'est toujours pas émoussé. Et quand j'en parle aux éditeurs et ils montrent un grand intérêt pour ce sujet. Donc je suis très heureux. Néanmoins, ça va nécessiter, contrairement à Florida, je m'étais beaucoup documenté, mais je ne voulais pas être trop factuel, donc j'avais attendu quelques mois que restent seulement les éléments saillants. Je ne voulais pas faire quelque chose de technique ou de scolaire. Donc voilà, j'ai attendu quelques mois avant de me mettre à... Enfin, je l'ai eu en tête pendant 7 ans déjà le livre. Donc, tous les éléments, toute la documentation disparaissent un peu et qui reviennent seulement les éléments qui m'intéressaient de manière indirecte et tout. Voilà. Là, il va falloir que je lise quand même... pour le moment, j'ai une liste de 10 livres à peu près... pour maîtriser le sujet. Ensuite je vais attendre 3-4 mois que tout ça repose, mais et puis j'ai pas envie d'écrire vite comme les précédents, j'ai envie de prendre mon temps. Très bien, on va terminer cet échange avec les réponses du tac au tac au questionnaire de Bernard Pivot, si vous voulez bien. Votre mot préféré? Oh là là, fantaisie. Fantaisie, très bien. Le mot que vous détestez? Résilience. D'accord, pourquoi? Parce que tout le monde le fout à toutes les sauces. Que ça ne veut plus rien dire. En réalité, tout est devenu résilient. Et donc ça m'agace. Les mots à la mode m'agacent. C'est un mot à la mode. Je n'ai rien contre le concept. Si on veut passer pour un intellectuel, on dit qu'est-ce que vous êtes résilient. Et ça me gonfle. Votre livre dit avec un ton de faire un compassion. Un ton condescendant. Ouais, ça m'exaspère. Votre livre favori? Truman Capote, Petit déjeuner chez Tiffany. Ouais. Et le pauvre Pivot qui est mort. Mais les livres favoris changent très souvent. Quoi. On finit un livre, on se dit waouh, ça c'est bon, ça. Il y en a qui marquent quand même. Hein. Ouais. Il y a le bûcher des vanités de Tom Wolfe qui est une merveille aussi. Rien à voir. Ça se passe tout de New York. Le son, le bruit que vous aimez? Le bruit du café, c'est ça. D'accord. Ou le bruit de la bouteille du soir. Le son, le bruit que vous détestez? Le bruit de la craie sur le tableau. Ouais. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque, ce serait qui? Cyril Hanouna. C'est une république résiliente. Hein. Non, j'en sais rien. Enfin, oui. Ta femme. Comment? Ma femme. Ouais, voilà, ma femme. Oh, c'est tellement mignon. Le métier que vous n'auriez pas du tout aimé faire? Travailler tout court, tous. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Un loup. Pourquoi un loup? Ou un rapace. Un rapace? Ouais. Parce que ça vole. C'est beau, c'est vif. Tout le contraire de moi. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Bravo, tu n'as pas tout foiré.
presque. T'as presque tout foiré. Merci Olivier Bourdeau, je pense qu'on peut vous applaudir. On va maintenant laisser la parole à notre public. Vous pouvez poser vos questions à présent. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes un bon public. Je pense que ça n'a pas été trop compliqué quand même. On appelle ça beau, non? Vous avez bien aimé? Vous avez bien rigolé? Bon, super. Est-ce que vous avez deux ou trois petites questions là comme ça qui vous viennent à l'esprit là? Tiens, j'aurais bien aimé. Excellent. De quoi des pièces? Bravo. Ah, quoi? Ah, j'adore. C'est très rare. Hein. Alors le problème c'est que je suis obligée de me déplacer, hein, parce qu'en fait il n'y a que deux micros, hein, peu de moyens ici. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui lève la main en premier lieu. Ah oui, parce qu'en fait il faut bien lancer quelqu'un. Quel que soit le public, les gens disent bah non, il a tout dit. C'était chiant, on n'a plus envie qu'il parle. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Une question. Sur 1 à 10, vous considériez comme curieux à quel niveau? Je suis assez curieux, disons 7,2. Oui. 7,7. Ouais, 7,7. Ah, ici, des questions. C'est très rare, hein, vous êtes un public. Il y a 3 questions là. Du coup, ma question c'était quel a été votre livre le plus dur à écrire au niveau émotionnel ou sentimental? Alors le premier qui n'a pas été édité est très dur. A été très dur à écrire. Il est très dur à écrire pour tous ceux qui se lancent en littérature sans avoir la certitude d'être édité. Je m'explique, c'est que si vous n'écrivez que pour vous, vous vivez dans un monde imaginaire que personne ne partage. Et c'est le début de la définition de la folie. De vivre dans un autre monde dont on règle les détails, parce que vous réglez des dialogues de gens qui ne verront peut-être personne, qui ne seront lus par personne. Et donc là, ça rend assez fragile. Mais l'écriture rend fragile, parce que vous êtes obligé de chercher, de pincer une corde, une sensibilité de votre esprit. Et donc oui, je suis plus faible depuis que j'écris. Voilà. Ça me plaît pas forcément, mais je crois que c'est assez nécessaire, parce qu'on est obligé d'invoquer des sentiments, des sensations, et qu'on est obligé de les rendre crédibles, et pour les rendre crédibles, il faut les vivre. Donc chaque livre, mais le premier, celui qui m'a le plus... parce que j'ai passé 2 ans quand même dessus, et personne ne l'a lu, enfin très peu de gens. Donc évidemment, vous passez 2 ans dans un monde qui n'existe que dans votre tête, surtout que j'avais pas de pognon à l'époque, j'étais coincé au Pouliguen et que je voyais personne dans un port de pêche où il n'y a personne 6 mois par an. Donc oui, je commençais à devenir un peu toc-toc à la fin. Ouais. Une autre question. Bonjour, je suis Anne Cara, étudiante en IUFT. Donc j'ai une petite question. Donc moi j'ai remarqué dans vos personnages qui dépeignaient souvent la manière, donc la folie plutôt. Et je me demandais, pour vous, la folie, est-ce que c'est une forme de liberté des normes sociales dans la société? C'est une excellente question, je vous félicite. Je ne pense pas que la folie soit une liberté, puisque ça devient un problème mental. Mais la frontière est très ténue entre la fantaisie et la folie. Et la fantaisie, poussée jusqu'à un certain paroxysme, oui, c'est liberté. C'est une liberté de choquer, de déranger, c'est la liberté d'être ridicule, parce que c'est pareil, selon le public que vous avez, si vous êtes fantaisiste, il y a des gens qui vont se moquer de vous. Ça tient aussi dans la façon de s'habiller, quoi. Si vous êtes qu'avec des gens qui sont habillés de la même manière, ça va. Et si vous avez un style un peu original et que vous allez dans un autre milieu, voilà, la fantaisie passe aussi par plein de choses. Donc la fantaisie, oui, c'est une liberté, c'est dire je m'en moque et j'assume ce que je fais, que ce soit dans tous les domaines. La folie, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on n'a plus rien à faire. On ne se rend même pas compte de la réaction des autres. Et la réaction des autres, c'est là où commence la vie en société, en réalité. Voilà. Une dernière question. Bien, oui. Dernière, carrément. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, il y a un timing. Ah mais oui, il y a le tirage au sort, le spectacle de mime.
Donc moi je voulais Bonsoir. vous dire que je prends un plaisir fou à vous lire et que ce soir je suis contente parce que j'ai énormément apprécié vous écouter parler. Eh bien, merci. Donc merci déjà. Très heureux d'être là. J'avais une question, c'était sur la rencontre avec votre maison d'édition Finitude, d'autant que vous lui êtes fidèle. Et puis entre-temps, comme j'ai écouté les questions des autres, je voulais savoir si je pourrais lire votre premier roman qui n'a pas été publié. Bah oui, alors alors déjà merci, c'est très gentil. Finitude, oui, ça me semblait évident. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un mal fou à être édité. J'en rêvais quand même depuis des années et c'est le premier éditeur qui m'a accepté. Et donc on a explosé ensemble. Voilà, parce que je peux me traiter de merde, il faut quand même considérer que ce livre a explosé et on a explosé tous les deux. Et surtout, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais bon, déjà c'est extrêmement dur d'être édité. Et quand on trouve un éditeur avec qui le travail d'édition, de correction, de conversation fonctionne bien, c'est confortable. Et on se dit, je sais à quoi m'en tenir, je sais comment ça va marcher, je sais que nos débats, parce que parfois je défends une phrase et puis je me rends compte qu'elle était idiote, parfois je trouve que une phrase ou un raisonnement mérite d'être dans le texte, et lui il me dit oui mais on comprend pas très bien, c'est pas très clair, et je défends ma phrase, mais ça se fait intelligemment. J'ai parfois tort, j'ai parfois raison, et ce sont des débats intéressants. Et je vois mon texte s'améliorer au fil des corrections. On ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Il y a des phrases que je regrette d'avoir laissées, mais je me suis battu pour les conserver. Et puis il y a des moments, il y a des lecteurs qui viennent me dire « Ah, c'est sympa ce passage », et mon éditeur voulait le gicler. Et donc je suis content d'avoir... Donc il y a quelque chose de confortable. Et donc, oui, je n'avais pas envie de quitter mon éditeur parce que, voilà, déjà ils ont fait un travail fabuleux pour mes livres. Parce que c'est une petite maison d'édition et donc ils consacrent beaucoup de temps à leurs auteurs. Voilà, c'est aussi la sécurité, le sentiment de sécurité. En ce qui concerne le premier, je pense que ce n'est pas un roman éditable pour la simple et bonne raison que personne n'en a voulu, que mes amis l'ont lu, mais j'ai eu 112 lecteurs, il y avait des éditeurs qui étaient prêts à le faire. C'est un livre très violent, très cynique, très acide. Je ne le partage plus. Mais ce livre, pendant 2 ans, c'est encore un échec puisqu'on considère qu'il n'a pas été édité, mais c'est une réussite dans le sens où ça a été mon école de l'écriture. J'ai appris à écrire avec ce livre pendant 2 ans. Et ce qui m'a plu cette fois-ci, c'est que j'étais mon propre élève et mon propre maître. Voilà, j'ajustais, je voyais comment j'arrivais à fonctionner, comment finir un chapitre, un paragraphe. Voilà, une phrase qui claque ou quelque chose en suspens, enfin bon. Donc j'ai beaucoup appris, et il faisait 456 pages. Vous imaginez, j'ai écrit 456 pages pour rien. Sauf que j'ai appris à écrire avec. Il y a quand même une petite dernière question que Damien voudrait poser. C'est un jeune homme. Ah, il y a encore, oui, c'est super. On peut On va déborder commencer de par 3 Damien. minutes, Oui, bien sûr, avec grand plaisir, justement. Bonsoir Olivier, j'avais juste une question. Vous avez votre imaginaire, donc vous avez le fil rouge. Comment vous organisez la technique autour de ça pour créer un livre? Eh bien, c'est une très bonne question, d'autant plus que je ne comprends rien moi-même. Non, c'est vrai. J'ai écrit chaque roman de manière radicalement différente. Pas en termes d'heures, etc. De manière de fonctionner, certains romans, j'y pense le soir et je sais ce que je vais écrire le lendemain. Il y en a d'autres où et ça, je suis désolé de le dire, mais ça relève de la magie parfois. Là encore, c'est une phrase à la con, mais je me tape des moments de transe qui peuvent durer 1h30 et je vois pas le temps filer. Et quand je finis, alors je n'aime pas trop m'adresser des compliments, mais parfois je relis, je me dis, ça c'est pas mal quand même. Oui, parce que je disais tout à l'heure que pour le dernier, j'avais eu du mal et que à chaque fois que je finissais, je me disais, c'était tellement nul que ça me faisait marrer, quoi. Je disais, je peux pas envoyer ça à mon éditeur ou à qui que ce soit. Mais il y a des moments de transe, la musique à fond, ça passe à toute vitesse, et on écrit plus que d'habitude. Ma technique, mon minimum, c'est 3 pages par jour, et on finit, on se dit, waouh. Voilà, et surtout, on a des trucs en tête, et on part complètement en vrille, et c'est très bien.
et ça rejoint ce qu'on voulait faire après. Là, pour le coup, je pourrais pas répondre, ça relève de... voilà. Bon, je crois que j'ai une imagination assez développée, pour les raisons que j'ai expliquées. Les dyslexiques ont un avantage dans ce domaine, c'est un inconvénient à l'école, mais c'est un... voilà, c'est un luxe. Je ne pourrais pas donner de recette magique, parce que si j'avais pu m'en souvenir avant, là, il y a 1 an et demi, j'aurais été ravi de la lire. Voilà. La question peut être excellente et la réponse décevante. Voilà, pourtant j'ai répondu. Ouais. Jeune homme. Moi, je suis un passionné de manga. Excellent. Donc, je voulais vous poser une question. Il y a des mangas que je regarde et pendant la production du livre de l'auteur, malheureusement, l'auteur meurt. Et un autre auteur est obligé de... Bon, il n'est pas souvent obligé de continuer. Dans les mangas, un auteur de manga commence à écrire un manga, il meurt. Oui, il n'a pas terminé de... Ça arrive... si, ça arrive souvent. Oui. Heureusement que j'écris pas de manga. Hein. C'est pas très... Et il est mort. Oui, je ne trouve pas... C'est pas très fréquent, mais il y a souvent des auteurs qui meurent et il y a d'autres qui reprennent le livre et ils continuent. Donc je voulais savoir si... Je pourrais finir le livre de quelqu'un d'autre. Oui, non, pas vraiment. Je voulais savoir si c'est une bonne action. Est-ce qu'il y aura encore assez de peps, un truc du genre, pour continuer à écrire le texte de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aura le peps de l'autre auteur décédé? Ah, la dynamique. Alors moi, c'est une très bonne question dans le sens où c'est à peu près ce qu'on fait dans les scénarios, dans l'écriture de films. Il y a alors ils ne meurent pas, hein, les scénaristes, où ça arrive, mais par exemple, il y a un scénariste qui commence un texte, le producteur lui dit très bien, votre idée est bonne, mais on va mettre notre équipe dessus, et donc ils reprennent le même sujet, et il faut le finir avec la même dynamique. Moi, je serais incapable de terminer le texte de quelqu'un d'autre, mais je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on peut continuer avec la même dynamique, la même énergie, les mêmes second degrés, les mêmes sous-entendus? Il y a les gens qui écrivent pour les autres, les ghost writers qui se mettent à la place de quelqu'un pour écrire la vie de quelqu'un et qui sont obligés de prendre les intonations, le caractère de la personne sur laquelle elles écrivent. Donc peut-être que ces gens-là sont capables de le faire. Moi, mais oui, je trouve que c'est une bonne chose. Oui, je veux pas, puis j'ai une pensée émue pour les auteurs de manga qui, a priori, c'est plus dangereux que la littérature. C'est une bonne question. On a quand même mis 2 mangas dans la bibliothèque, en fait. Mais c'est bien, moi j'en ai lu des mangas, j'ai adoré ça. Ouais. Mais justement, qu'ils écrivent à l'envers. Voilà, exactement, c'est ce que j'ai dit. Ils sont obligés d'écrire le début, enfin. Ouais. Non, vous m'avez mis dans une situation inconfortable. On commence à écrire le début alors que l'autre a écrit la fin. Bon, c'est un défi que je ne relèverai pas. Non, voilà. Comme donner des conseils, que je ne le ferai pas. Alors Olivier, tout à l'heure, tu as inauguré l'espace de lecture. Eh oui, j'avais l'impression d'être président de la Troisième République. Pour la première fois, il a coupé un ruban rouge. Ouais. Ah, ça fait quelque chose dans la vie d'un ruban rouge. Alors, un avant et un après. Ouais. Et d'où le lien, hein, je fais assez rapidement, et vous inquiétez pas, après on va pouvoir vous libérer, si ce n'est qu'après, il y a quand même Olivier qui va vous offrir un livre. Oui. Je sors. Hey. J'ai l'impression d'être une animatrice. Mais oui, mais moi aussi. Tout à l'heure, j'ai dit merci à vous d'être là, j'ai l'impression d'être animateur de supermarché. Petite promo sur le livre. Et je pense que tu rentres 30% sur les livres. Et en plus, il y a l'écho du truc avec la grande salle. Voilà. Fermez les yeux, tournez chez Leclerc. Là. Grosse réduction sur le bouquin de Bordeaux. Hein. Ouais. Factum Salis, moins 50%. C'est le plus mauvais. On peut le donner, d'autant plus que c'est l'école qui l'a acheté, donc moi ça me va très bien. J'ai déjà touché les droits d'auteur. Alors, en l'occurrence, justement, donc on a inauguré cet espace de lecture qui vous est dédié à vous, étudiants, justement. C'est un espace de lecture en fait qui n'existait pas sur le campus. Il y a des jeux vidéo, il
il y a du piano, il y a du baby-foot. Il y a de la belle peinture, d'ailleurs, des magnifiques fresques que vous avez pu voir au fur et à mesure que vous passez les étages de ce campus. Mais en tout cas, en l'occurrence, il n'y avait pas d'espace de bibliothèque. Ah oui, c'est lamentable. Surtout avec les statistiques qu'on vient de voir là, a priori, les élèves étaient en manque. Hein. Voilà. 73% des élèves attendaient de se détendre dans les lectures, alors que 2% voulaient jouer au baby-foot. Comme quoi, les gens ne sont pas tout à fait sincères dans les sondages, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Au deuxième étage, maintenant, vous allez pouvoir vous installer tranquillement, si vous avez envie, justement, de faire une petite pause entre chaque cours. Et rassurez-vous, je ne serai pas toujours à l'espace lecture. Hein. J'ai une vie. Je rentre chez moi après. Il est encore là, lui. Il est encore là. En tout cas, voilà, donc déjà, cet espace qui vous est dédié, évidemment, c'est pour vous. Vous allez pouvoir emprunter les livres, les prendre, les rendre. À vous de faire comme vous le souhaitez. Et pour terminer, justement, bah, tiens, Olivier. Ah oui, ouais, voilà. Là, on vient de faire des gagnants. Alors. Ange Dédi. Ah, d'accord. Vous allez pouvoir terminer le livre et rester Marine Bréard. Alors c'est un bon livre, mais la couverture est très moche. Voilà, c'est la pire couverture de ma petite carrière. Félicitations. Et le texte est sympa, je crois. Ouais. Enfin, oui. Alexander Djuric. Je traduis le... Voilà, formidable, je pense que c'est mon meilleur roman. Je dois lire le nom de la spécialité. EPSI. EPSI. Loïc Vibry. Il est parti avant la fin. En fait, tout le monde va recevoir cette réunion. Maëline, Angers, en longueur, Irak. Et j'en profite pour vous dire, je fais des animations, souvent en réunion tapis, ambassadeur de Moquette 2000. Et donc, bon, pour 50 € ou un verre d'eau, je me déplace. Bonne soirée, bonne lecture. Bravo. Alexis Perrault. Alors vous étiez prêt avant de savoir que vous aviez gagné. C'est le destin, c'est une corruption. J'allais vous donner un peu de pied. Ouais, voilà. Lali Châtaignier. C'est ce qu'on passe. Tu vois, ça s'est bien passé. Mais je ne demandais pas douter. Alors, C'est tout fait. aucun doute.
Non, moi j'ai passé un très bon moment, j'espère que c'est le cas de Donc, oui, visiblement, ça a l'air d'aller, ils ont pas tous... Non, c'est vrai. C'est chaud quand même. Hein, vous êtes bien élevés alors, c'est sympa. En tout cas, pour terminer, déjà un énorme merci à toi, quoi qu'il en soit, Olivier, d'être venu ce soir. Et je remercie aussi Clara d'être venue exprès de Paris. Merci pour les questions, merci pour le travail. J'ai passé un excellent moment, j'espère que vous aussi. Ne regrettez pas votre... Également, c'était un merveilleux moment. J'espère que ça a plu à tous les étudiants présents ce soir. C'était le but. Super.